Voici un survol de l'interface de Nuke. Il y a 3 fenêtres principales. Le Viewer, qui nous permet de voir notre composition, les propriétés pour changer des paramètres, et le Node Graph, qui est l'endroit où on ajoute les nodes. J'ai déjà 6 nodes dans mon Node Graph. Vous remarquez qu'il y a une node Viewer 1. Si je branche la node Viewer 1 sur une autre node, je vois automatiquement l'image de cette node dans le Viewer. Si je veux voir les barres couleurs, je n'ai qu'à connecter la flèche 1 sur la node Color Bar. Une autre façon de brancher la flèche du Viewer est de peser sur la touche 1 du clavier. Maintenant, si je veux comparer 2 nodes, je peux sélectionner l'autre node et peser sur le 2 du clavier. En alternant le 1 et le 2 du clavier, je peux les comparer rapidement. Je peux comparer jusqu'à 9 nodes à la fois en utilisant les 9 chiffres du clavier. Si vous effacez la node Viewer 1, vous n'avez qu'à peser sur le 1 à nouveau sur le clavier pour la faire réapparaître. Si on regarde en haut de la fenêtre Viewer, il y a des menus déroulants. Le premier menu vous laisse choisir les channels que vous voulez voir. Par défaut, Nuke vous montre le RGBA, le rouge, le vert, le bleu et l'alpha. Si je sélectionne alpha, ça veut dire qu'il va seulement me montrer l'alpha. Mais il y a une façon plus simple de voir l'alpha sans perdre l'information du RGB dans le Viewer. Donc, on va rester en RGBA. Vous remarquerez qu'avec les barres couleurs, j'ai seulement accès à RGB, RGBA et à alpha. Si je mets une autre node dans le Viewer, Concerto par exemple, j'ai beaucoup plus de channels. Pourquoi? C'est parce que la vidéo Completo a été exportée par un logiciel 3D avec plusieurs channels pour permettre au compositeur de modifier des éléments dans l'image. On pourrait utiliser ces channels pour modifier la direction et la couleur de l'éclairage, par exemple. Ça donne plus d'options. On va passer au troisième menu déroulant. C'est là qu'on peut choisir si on veut voir un seul channel, soit le rouge, le vert, le bleu et l'alpha. En regardant l'image qui est maintenant en noir et blanc, ça m'indique la quantité de rouge que j'ai dans mon image. Même principe pour les autres channels. Vous pouvez aussi voir la luminance et l'alpha en mode overlay, c'est-à-dire l'alpha apparaît en rouge par-dessus l'image RGB. Je vous conseille d'utiliser les raccourcis clavier pour changer entre les channels. R pour rouge, G pour vert, B pour bleu, A pour alpha et M pour le mode overlay. À côté, c'est pour savoir sur quel espace couleur que ton moniteur affiche. Pour les moniteurs d'ordinateur, sRGB, c'est le standard, donc on le laisse à sRGB. Au centre, on a la possibilité de comparer 2 nodes en wipe. Pour le faire, je dois brancher 2 nodes sur le Viewer et je dois aussi activer le mode de comparaison. Après, je dois glisser le curseur d'un bord ou l'autre pour comparer les 2 images. Je peux aussi faire une rotation. Première icône à droite, le Save Zone permet d'ajouter le title et l'action save. Après, on peut ajouter des ratios de référence de différents formats. C'est seulement à titre de référence, les bandes noires ne seront pas présentes à l'export. Le Clip Warning t'avertit si des pixels tombent en bas de 0 ou au-dessus de la valeur 1 qui signifie maximum saturation. On voit ici que le rectangle est sous la valeur de 0. Si j'ajoute un grade et que je monte le gain, je vois l'avertissement qu'une bonne partie de mon image est maintenant surexposée, donc avec une valeur plus haute que 1. L'icône Proxy sert à diminuer la résolution pendant que je travaille. Si ton montage est rendu lent, ça peut être une bonne chose d'activer le proxy pour t'aider à avancer plus vite. Présentement, on est en HD 1080p. Si j'active le proxy, la résolution est réduite de moitié, soit 540p. Si vous vous demandez pourquoi 50% de résolution, en plaçant le curseur dans la fenêtre Node Graph, je pèse sur S sur le clavier pour faire apparaître les propriétés du projet. Si vous regardez en bas, vous allez voir l'option Proxy Scale. Et il est par défaut à 0.5, soit 50% de la résolution. Bien évidemment, vous pouvez la changer à votre guise. En montant ou en descendant le slider, on remarque la résolution changer dans le Viewer. L'icône Full Frame Processing sert à faire un pré-rendu à pleine résolution. Voici un exemple. Je vais ajouter un effet qui taxe un peu mon système.
Je fais un pré-rendu. Une fois que la barre orange est complète, ça m'indique que je peux faire jouer la vidéo en temps réel. Le problème survient quand je change la grosseur de ma vidéo dans le viewer. Je perds automatiquement le pré-rendu car il doit maintenant faire un autre pré-rendu à cette nouvelle dimension. Sauf que si j'active le Full Frame Processing et que je fais un pré-rendu, là, je peux changer la dimension de la vidéo dans le viewer comme je veux en temps réel sans jamais perdre ma barre orange de pré-rendu. Ça peut être pratique pour aller voir des détails durant la lecture. L'icône Region of Interest sert à tester des effets seulement à l'intérieur du rectangle de sélection. Ça peut être pratique si les effets sont extrêmement demandants sur ton ordinateur. Après, il y a le menu pour changer la dimension dans le viewer. Le plus simple, c'est d'utiliser la roulette de la souris pour zoomer in et pour zoomer out. Et si tu veux revenir à la dimension fit, tu peux peser sur F sur le clavier ou sur le raccourci H du clavier pour fitter la vidéo sur le sens de la hauteur. À côté, un peu comme avec le proxy, si tu changes pour du 1 pour 2, ton viewer devient à la moitié de résolution pour te permettre d'accélérer ton montage. C'est à noter que tu changes seulement la qualité dans ton viewer et non la qualité de ta vidéo. À l'export, ta vidéo sera à pleine résolution. On retourne à gauche en baissant d'une ligne, vous avez le slider pour l'exposition. En montant le slider, vous pouvez aller voir dans les noirs s'il y a de l'information. En baissant le slider, vous pouvez aller voir dans les blancs, voir s'il y a de l'information de cachée. Pour réinitialiser, seulement cliquez sur le F41 qui est en rouge. À côté, un autre slider. Cette fois-ci, c'est pour monter et descendre les gammas qui représentent les grilles dans l'image. Il travaille un peu de la même façon que le slider de l'exposition. Personnellement, je prends plus souvent le slider du gamma que celui de l'exposition. Pour réinitialiser, je pèse sur le Y en rouge. À côté, vous avez le slider de saturation. Ça peut être pratique si vous vous demandez s'il manque un peu de saturation dans votre image sans avoir à ajouter l'effet saturation pour vérifier. C'est plus rapide. Le menu déroulant à droite sert à changer entre le mode 3D et le mode 2D. Si vous voulez naviguer entre les deux, il vous suffit de peser sur la touche Tab de votre clavier. La pipette activée en jaune vous permet de voir de l'information sur le clip. On voit la résolution, on voit les channels comme on a vu tantôt et les valeurs RGBA. En bougeant mon curseur, on voit les valeurs changer. On peut rapidement valider la valeur RGB d'un pixel et voir aussi si le pixel a un alpha ou non. Dans ce cas-ci, le cercle a un canal alpha, représenté par une valeur de 1. La timeline, si on regarde dans les Project Settings, on remarque le Frame Range. Pour le moment, la timeline va de 1 à 48. Si vous regardez un peu plus bas, vous avez le menu Range qui est seté à Global. Global fait référence au Frame Range dans la fenêtre Project Settings. Aussi, on voit que le cercle couleur est en HD. La note Color Wheel provient du logiciel et se crée à la même résolution que dans les settings du projet, sous Full Size Format. Après, il y a le FPS, le framerate. Le petit astérix près du 24 signifie que c'est le framerate du projet actuel. Si vous regardez dans la fenêtre Project Setting, à la ligne FPS, on est bel et bien à 24 images secondes. Si je change le FPS à 30, dans la fenêtre Project Settings, l'astérix va être maintenant à droite du 30. Je pourrais augmenter la vitesse de lecture dans le viewer en augmentant le framerate, mais à l'export, Nuke exportera quand même au framerate du projet. À côté, pour la timeline, vous avez deux options. Voir en mode frame, qui est le standard en compositing, ou voir la timeline en mode timecode. Revenons sur le global. On se rappelle, le global nous montre le frame range du projet comme on voit à droite. Si je change le frame range jusqu'à 100, évidemment, le range va changer dans la timeline parce que je suis en global. Mais il y a d'autres modes aussi. Input, comme ça le dit, le input prend la durée de ton clip qui est branché dans ton viewer. Si je branche le viewer sur la vidéo Monster, on voit que la timeline s'est ajustée à la durée du clip, soit de 1 à 136. In et out va me montrer seulement les in et les out. Bien sûr, je dois placer un in et un out sur ma timeline pour que ça fonctionne. Si je me remets en global, je vois bien le in qui est à 44 et le out qui
qui est à la frame 90. Pour enlever le in et le out, je dois me placer sur la frame en question et recliquer sur la touche I en rouge pour enlever le in et sur la touche O pour enlever le out. Le dernier, le mode visible, me permet d'aller voir les frames avant et après le frame range que j'ai choisi dans les Project Settings. Après, il y a des options de lecture. Si je prends Bounce, il va faire des allers-retours. L'option Stop arrête la lecture au dernier frame. L'option Continue, eh bien, ça continue après le dernier frame. On a dans les extrémités le Mark In et le Mark Out. Go to Start, Go to End. Je vous conseille pour le Go to Start et le Go to End d'utiliser les raccourcis clavier Home et End. Ça va aller beaucoup plus vite. Si j'avais des images clés sur ma timeline, je pourrais naviguer entre ces images clés avec les boutons Go to Keyframes. On peut reculer et avancer d'un frame. Je vous conseille d'utiliser les raccourcis clavier flèche gauche et flèche droite du clavier pour le faire. Après, je peux faire la lecture par en avant ou par en arrière. Les raccourcis clavier JKL vous permettent d'avancer, arrêter et reculer la vidéo. Aussi, on peut avancer par un nombre de frames à la fois. Exemple, si je place la valeur à 5, je vais reculer de 5 frames à la fois. Présentement, le projet n'est pas sauvegardé. Dans la fenêtre Project Settings, il n'y a pas de nom de projet. C'est signe que le projet n'est pas sauvegardé. Aussi, si vous regardez en haut, le nom est Untitled. Donc, ça veut dire que si le logiciel plante maintenant, je vais perdre tout mon travail. Pour sauvegarder un projet, tapez CTRL-S sur un PC ou Command-S sur un Mac pour ouvrir la fenêtre de sauvegarde. Écrivez le nom avec l'extension .nk, c'est le format de projet Nuke. Une fois sauvegardé, l'emplacement de ma sauvegarde apparaît sous Name dans Project Settings. Maintenant en haut, le Untitled a été remplacé par le nom du projet .nk. À partir du moment où le projet est sauvegardé, Nuke fera des sauvegardes automatiques en cas de problème et que le logiciel plante. Quand on ouvre un nouveau projet, votre réflexe doit être de sauvegarder et de choisir les settings du projet, soit la résolution du projet, le framerate et le frame range. Fenêtre Node Graph. Toutes les nodes du logiciel se trouvent dans la liste d'icônes située à gauche. En choisissant la node Grade apparaît dans le Node Graph. Je peux la brancher à l'aide de la flèche. Si je place mon viewer sur la node Grade et que je fais des modifications de couleur, je vais le voir dans la fenêtre Viewer. Deuxième méthode pour ajouter une node dans le Node Graph, en pesant sur Tab, une liste déroulante apparaît et je peux taper le nom de la node directement. C'est plus rapide que d'aller trouver la node dans la liste d'icônes. Troisième méthode, vous remarquerez qu'à droite des icônes, il y a un raccourci clavier. Dans le cas du Grade, j'ai l'option de peser sur G sur le clavier pour ajouter la node, ce qui est encore plus rapide. Pour effacer une node, je pèse Delete sur le clavier. Pour importer des médias, je dois utiliser la node Read. Le raccourci clavier, c'est le R. Une fenêtre s'ouvre et vous pouvez aller chercher le média en question. Je vais maintenant en importer un en utilisant le raccourci clavier R. Une fois importé, si vous regardez dans les propriétés du média en question, vous voyez le chemin complet où trouver ce média. Si vous déplacez le média ou si vous changez le chemin ici, le lien sera brisé et le média deviendra offline. Si ça vous arrive, vous n'avez qu'à cliquer sur le dossier à droite et à retrouver le média dans son dossier et le lien sera rétabli. Maintenant, si je veux composer un élément par-dessus un autre, je dois utiliser la node Merge. Donc Tab et je tape Merge. Sinon, le raccourci clavier c'est M pour Merge. L'entrée A va sur l'élément qui va être par-dessus et l'entrée B sur l'élément derrière. Si je veux transformer le cercle, je peux utiliser la node Transform en le tapant ou en pesant sur la touche T sur le clavier. Maintenant, si je veux débrancher une node, pour la placer ailleurs, je n'ai qu'à la brasser un peu et elle va se déconnecter. Dans l'industrie, les scripts de node sont toujours placés en ligne droite. L'arrière-plan est à droite avec le branchement. Dans le B, les éléments qu'on ajoute par-dessus le background entrent de la gauche avec l'entrée A. C'est plus facile à lire de cette façon. Pour aider à garder des lignes droites, vous pouvez ajouter des points en utilisant le raccourci point sur le clavier. Si vous voulez désactiver une node temporairement, vous pouvez peser sur D sur le clavier. D pour Disable. Si vous regardez dans la fenêtre Propriétés, présentement, j'ai les configurations de deux nodes, le Transform 1
et le Merge 1. Il y a 2 inscrits dans le carré en haut. Ça l'indique qu'il me montrera seulement les 2 dernières nodes que j'ai cliquées. Si je change pour 5, il gardera maintenant les 5 dernières nodes que j'ai cliquées. Si je mets un 1, il affichera seulement les configurations de la node actuelle. Dans la fenêtre Propriétés sous l'onglet Node, je peux écrire un nom explicatif au besoin. C'est ce qui termine le survol du logiciel.